Le personnage principal de cette histoire se nomme Kanji. Kanji est une bonne personne. Il aide les personnes âgées à traverser la rue quand elles ont du mal à porter leurs affaires. Un jour, alors qu'il marchait dans la rue, il entendit des cris. Cela attira son attention et il vit que c'était quelqu'un qu'il connaissait. L'homme qui tenait le téléphone demanda alors à Kanji ce qu'il faisait ici, mais Kanji n'osa pas répondre. En réalité, ces trois hommes étaient en train d'harceler un élève. L'élève en question était orphelin et n'avait pas de mère. Les voyous avaient même volé la photo de sa mère et proposèrent à Kanji de l'acheter. Ils dirent que la victime n'avait pas d'argent pour payer et s'ils ne l'achetaient pas, ils allaient la déchirer. L'étudiant harcelé, toujours au sol, pleurait et suppliait de ne pas déchirer la photo. Kanji dit alors aux voyous que cette photo avait l'air précieuse pour lui et qu'il devrait la lui rendre. Cependant, les voyous répondirent qu'il n'y avait pas moyen, c'était leur photo maintenant. Kanji était dans une situation délicate. Il s'efforçait toujours d'être une bonne personne, même dans les moments difficiles. Il commença donc à sortir de l'argent de sa veste. Le voyou lui demanda combien il était prêt à payer pour cette photo. Kanji proposa alors 100 €. Le voyou acquiesça en disant qu'ils étaient bien d'accord que ce n'était pas du vol, il achetait cette photo de son plein gré. Il lui donna alors la photo et les trois voyous s'en allèrent, contents de savoir que Kanji allait payer. Le garçon harcelé remercia alors Kanji pour son aide. Kanji répondit qu'il n'y avait pas de problème, il avait vu à quel point cette photo était importante pour lui. Le garçon dit alors à Kanji qu'il était vraiment une bonne personne. Entendant cela, Kanji fut très heureux. Il demanda si c'était vrai et le garçon répondit que c'était très connu, dans toute l'école, Kanji était considéré comme un ange tant il était gentil. Kanji fut très content et dit que cela le soulageait de savoir que cela en valait le coup. Alors qu'il s'apprêtait à partir, le garçon lui posa une question, pourquoi essayait-il d'être une bonne personne? C'était compliqué. Kanji répondit qu'il essayait d'être une bonne personne pour quelqu'un de très important pour lui. Plus tard, Kanji arrive à l'école et salue tout le monde. Tout le monde lui répond, content de le voir. Kanji remarque particulièrement une des filles de sa classe, Sujin. Sujin lui explique qu'aujourd'hui, c'est à eux de séparer les déchets pour le recyclage. Kanji dit justement qu'il était sur le point de le faire, donc il lui propose d'y aller ensemble. Pendant qu'ils sortent les poubelles, Sujin dit qu'elle a entendu dire qu'il avait aidé un élève ce matin. Kanji confirme que c'est vrai. Sujin lui explique ensuite que tout le monde faisait l'éloge de ce qu'il avait fait. Dans sa tête, Kanji se dit que son camarade qu'il avait aidé a bien fait d'en parler à toute la classe. Grâce à ça, Sujin sait qu'il est une bonne personne et il pourra se rapprocher d'elle. Sujin lui dit ensuite qu'il est vraiment trop gentil. Un peu plus tard, ils aperçoivent les trois voyous en train de jouer à un jeu vidéo. Ces trois voyous voient au loin Kanji et sont étonnés de le voir ici. En réalité, Kanji rentre avec Sujin. Quand Kanji les voit de loin, il est très énervé. Mais quand Sujin s'approche des voyous, elle salue l'un d'entre eux qui s'appelle Gyeongchol. Quand Kanji voit que Sujin salue Gyeongchol, il commence à stresser. Il commence à croire que Sujin aussi se fait harceler. Et justement, Gyeongchol dit à Sujin de venir et à Kanji de s'en aller. Sujin lui dit alors qu'il ferait mieux de rentrer en premier. En bégayant, Kanji dit que c'est compris. Il dit ensuite à Sujin de rester prudente. Mais Sujin lui dit que ça ira, il n'a pas à s'inquiéter. Kanji se retourne alors, très énervé. Il craint que ces voyous fassent quelque chose à Sujin. Kanji se dit que puisqu'ils sont à l'école, s'ils font quelque chose, il devrait peut-être appeler son oncle. De l'autre côté, Sujin demande à Gyeongchol pourquoi il l'a fait venir. Au même moment, les deux autres voyous s'en vont. Ils laissent Sujin et Gyeongchol seuls. Quelques instants après, Sujin dit à Gyeongchol qu'elle l'avait prévenu qu'ils ne devaient pas se voir ensemble à l'école. Gyeongchol lui demande alors si elle a honte de lui, si sa réputation à l'école est plus importante que lui. Mais Sujin répond que non, il sait très bien que ce n'est pas le cas. Gyeongchol explique alors qu'il n'y a aucun problème puisqu'ils ne sont que tous les deux.
Byung-chol met ensuite son bras autour de Soo-jin et lui demande s'il peut l'embrasser. Mais Soo-jin le repousse en riant et lui dit d'arrêter, car ils sont encore à l'école. Byung-chol dit alors qu'il plaisante. Les deux se mettent ensuite à rire ensemble et Byung-chol lui dit qu'elle est vraiment mignonne. Au final, Soo-jin dit à Byung-chol qu'elle va rentrer en première. Elle lui demande donc d'attendre un peu avant de rentrer et Byung-chol dit qu'il n'y a pas de souci. Sauf que derrière un mur, on voit la silhouette de Kang-ji. Il a écouté toute leur conversation et il est sous le choc. De retour en classe, Kang-ji est assis et on voit bien qu'il a l'air très énervé. Son camarade de classe lui demande si tout va bien, mais il ne répond même pas. Il regarde toujours Soo-jin de loin qui agit comme si de rien n'était. Kang-ji sort alors son téléphone et commence à écrire un message. Il demande à Soo-jin si, à la fin des cours, ils peuvent rentrer ensemble. Il veut lui demander si c'est vraiment vrai. Il n'a pas envie d'y croire. À la sortie des cours, Soo-jin voit la tête de Kang-ji et remarque que quelque chose ne va pas. Elle lui demande s'il y a un problème. Kang-ji s'arrête alors de marcher et appelle Soo-jin. Elle est un peu étonnée et lui demande ce qu'il y a. Kang-ji demande alors, d'un air dépité, si elle sort avec Byung-chol. Soo-jin est sous le choc quand elle entend sa question. Elle commence alors à bégayer et explique qu'elle allait lui dire. D'un air gêné, elle dit qu'ils viennent tout juste de sortir ensemble. Kang-ji est abasourdi. Au même moment, on voit un flashback. On entend un homme qui crie et qui recherche quelqu'un. On voit également Kang-ji et Soo-jin étant enfants. Ils sont tous les deux assis près d'un escalier. Soo-jin, en pleurs, dit à Kang-ji qu'elle n'épousera jamais un garçon comme son père. Kang-ji lui demande alors avec quel type de personne elle veut se marier. Au même moment, on voit son père alcoolique qui crie à Soo-jin que si elle ne revient pas, il va la tuer. Elle lui dit alors qu'elle va se marier avec quelqu'un de gentil et attentionné. Kang-ji lui demande si c'est vrai quand il entend ça. Avec un sourire aux lèvres, Soo-jin insiste et dit qu'elle veut quelqu'un de gentil. Kang-ji se dit alors qu'il pensait qu'elle aimait les personnes gentilles et attentionnées. Soo-jin lui explique alors que c'est un secret. Elle aimerait qu'il ne le dise à personne. Mais Kang-ji lui dit d'attendre. Il lui dit que Byung-chol est un harceleur. Il est loin d'être gentil. Ne voulait-elle pas un mec qui était gentil et attentionné? Elle lui répond alors qu'effectivement, c'était le cas. Mais quand elle est sortie avec une personne gentille et attentionnée, il était assez ennuyeux. Un mauvais garçon qui est rude semble plus attirant. Les mauvais garçons sont cool. Kang-ji est sous le choc. Il était persuadé qu'elle détestait les mauvais types. Soo-jin continue d'avancer, mais Kang-ji l'attrape par la main. Il lui dit qu'il est méchant. Soo-jin lui demande de répéter ce qu'il a dit. Kang-ji dit alors qu'il est quelqu'un d'encore plus méchant que lui, les larmes aux yeux. Mais Soo-jin ne comprend pas ce qu'il veut dire. Pourquoi est-ce qu'il agit comme ça alors qu'il est si gentil? Kang-ji commence alors à perdre la tête et dit qu'il est vraiment méchant. Il jouait un rôle durant tout ce temps. Il a du sang de gangster qui coule dans ses veines. Il est né pour être une mauvaise personne et lui aussi, c'est un harceleur. Toujours en train de pleurer, il essaie de la persuader qu'il est un mauvais gars, mais au contraire, elle se met à rire et lui dit qu'il est si bienveillant. En fait, elle pense qu'il fait semblant d'être un mauvais gars parce qu'il s'inquiète qu'elle sorte avec un harceleur. Elle lui serre la main et lui dit qu'il est vraiment un bon ami. Kang-ji est dépité. Il dit que finalement, c'est peut-être mieux si leur relation continue ainsi. Ils sortent alors ensemble de l'école et dès qu'ils sont dehors, Byung-chol appelle Soo-jin. Il lui propose d'aller au karaoké. Mais Kang-ji est toujours aussi énervé. Comment peut-elle aimer ce genre de type? Byung-chol vient alors face à Kang-ji et lui demande qui est-ce qui regarde comme ça. Soo-jin prend ensuite Byung-chol par la main et lui dit d'arrêter de le provoquer. Il n'a rien fait de mal. Mais avant de partir, Byung-chol pose une question à Kang-ji, est-ce qu'il aime Soo-jin? Il lui dit qu'il ferait mieux d'arrêter de lui tourner autour s'il ne veut pas mourir. Mais Soo-jin lui explique qu'il n'y a rien entre eux, ils sont juste des amis d'enfance.
Soo-jin s'excuse ensuite envers Kang-ji et lui dit qu'ils rentreront ensemble la prochaine fois. Kang-ji a essayé de vivre en étant le plus gentil possible, même quand c'était dur de l'être par moments. Mais maintenant, tout s'écroule devant lui. Il voit la fille qui l'intéresse depuis toujours et qui avait changé sa vie partir avec le gars qu'il déteste le plus. Le bras auquel elle s'accroche devrait être le sien. La raison pour laquelle il a travaillé aussi dur pendant les 10 dernières années s'est écroulée. Mais si maintenant elle aime les mauvais gars, c'est d'accord. Il va travailler dur à nouveau. Lui aussi, il peut devenir quelqu'un de méchant. On voit alors Kang-ji rentrer chez lui très énervé. Il n'aura pas de mal à devenir très méchant parce que sa famille est une famille de gangsters. Dès qu'il ouvre la porte de chez lui, plein d'hommes en costume noir souhaitent un bon retour au jeune maître. Kang-ji dit alors qu'il va leur montrer à quoi ressemble un gars vraiment méchant. Dès son arrivée, Kang-ji demande aux hommes à côté de lui où est son oncle. Ils lui répondent qu'il est à l'intérieur. On aperçoit son oncle à l'intérieur, qui est au téléphone. Kang-ji passe la porte, l'air convaincu. Il n'attend pas une seconde et demande à son oncle de l'aider. Son oncle raccroche alors son téléphone et lui demande ce qui se passe et pourquoi il a l'air si différent d'habitude. Kang-ji avance vers lui, très énervé. Il lui dit qu'il veut devenir quelqu'un de méchant. Mais son oncle se demande ce qui lui prend, car ces dernières années, il a tout fait pour devenir le plus gentil possible. Kang-ji lui dit alors qu'il est un gangster. Il lui demande aussi si son père est également un gangster. Sinon, il répond qu'il est vraiment un leader incroyable pour lui et un combattant hors pair. Mais la plupart des gens le voient comme une mauvaise personne. Kang-ji dit qu'il sait alors que dans ses veines, il y a du sang de gangster. Il demande donc à son oncle de l'aider à en devenir un aussi. Son oncle lui répond alors qu'il a une bonne expression sur le visage. C'est la première fois qu'il le voit aussi déterminé. Maintenant, il ressemble un peu plus au fils du boss. Mais il se pose quand même une question. Son oncle a servi Kang-ji pendant plus de 10 ans et il sait à quel point il a travaillé dur pour devenir une bonne personne. Ça lui a pris beaucoup de temps pour devenir gentil, mais ça ne prendra qu'un instant pour que les autres le voient comme une mauvaise personne. Tous les efforts qu'il a faits jusqu'à présent partiront en fumée. Est-il vraiment sûr de son choix? Mais sans aucune hésitation, Kang-ji répond qu'il est sûr. Son oncle commence alors. Premièrement, il doit se débarrasser de l'image de bonne personne que les autres ont de lui. Ils vont commencer par sa coiffure, puis ils vont s'occuper de son uniforme pour changer totalement de look. Il va s'occuper de toutes ces choses pour lui. Kang-ji dit qu'il savait qu'il pouvait compter sur lui, très joyeusement. Mais son oncle lui dit d'arrêter ça tout de suite. À partir de maintenant, il n'a plus le droit de sourire. Il doit toujours avoir l'air sérieux. Kang-ji change alors instantanément d'expression, et son oncle lui dit que c'est parfait comme ça. Son oncle lui pose une dernière question, pourquoi est-ce qu'il veut changer tout à coup? Kang-ji répond qu'il pensait qu'il fallait qu'il soit gentil pour plaire à Soo-jin. Il se remémore alors tous les souvenirs de son enfance avec elle. Mais tous ces souvenirs d'enfance heureux sont effacés par une image atroce, elle aux côtés de Gyeong-chol, la personne qu'il déteste le plus au monde. Maintenant, il n'a plus aucune raison de vivre comme une bonne personne. Son oncle lui demande alors s'il y a quelque chose qu'il veut faire pour commencer à vivre ainsi. Kang-ji répond que oui, il y a un enfoiré qu'il veut tabasser. Son oncle lui répond que c'est un bon objectif qu'il a, et il va lui enseigner tout ce qu'il sait. Un peu plus tard, Kang-ji se dit que ça a l'air simple en écoutant son oncle. Mais en sera-t-il capable? Quand il rentre chez lui, il voit tous ses diplômes accrochés au mur. Il commence à douter. Pourra-t-il vraiment devenir une mauvaise personne? Il n'est pas sûr d'en être capable. Mais pendant qu'il se pose toutes ces questions, des gangsters arrivent dans sa chambre. Ils lui disent qu'ils vont s'occuper de son changement de look. Il est étonné qu'il y ait autant de personnes pour l'aider. Mais les gangsters lui disent de ne pas s'inquiéter, ils vont faire ça bien. Un peu plus tard, son oncle est devant la porte et demande à Kang-ji s'il est prêt. Kang-ji avance et répond qu'il a mis les vêtements qu'ils lui ont donnés,
mais se demande s'il doit vraiment aller en cours habillé comme ça. Ses vêtements sont radicalement différents avec des chaînes et des habits de luxe. Kanji n'arrive pas à croire qu'il doit aller en cours comme ça. Il est lui-même gêné de porter ce genre d'habit. Mais au contraire, tous les gangsters valident et disent qu'il est très bien comme ça. Le lendemain, Kanji se dit qu'il va essayer d'appliquer les premiers conseils de son oncle, froncer les sourcils et marcher d'un pas assuré. D'autres élèves le voient quand il arrive à l'école et se demandent si c'est vraiment Kanji. Ça a l'air d'être une toute autre personne. D'habitude, il saluait tout le monde, pourquoi agit-il comme ça maintenant? Il attire le regard de tout le monde. Kanji est vraiment gêné. Il a vraiment envie d'aller les saluer. C'est dur de se retenir, ça démange sa bouche. Mais il se souvient bien que son oncle lui a dit de ne saluer aucun autre élève. Il y a une seule chose qu'il doit répondre à quelqu'un qui croise son regard, qu'est-ce que tu regardes toi? Et c'est justement ce qu'il dit à une de ses camarades de classe qu'il a salué comme d'habitude. Quand il s'assied en classe, tous ses camarades continuent de l'observer. On voit même Sujin. Sujin s'approche de Kanji avec un grand sourire et lui propose d'aller à la cafétéria ensemble. Kanji se lève, mais il se dit qu'il ne peut pas faire ça, surtout à Sujin. Il lui répond alors que oui, il devrait y aller. Tout le monde voit que Kanji a l'air de mauvaise humeur aujourd'hui. Il se demande s'il s'est disputé avec Sujin. Dans le couloir, Sujin lui demande pourquoi il agit comme ça. Elle lui dit qu'il peut lui parler s'il a des soucis, ils sont amis après tout. Mais quand il entend ça, Kanji s'arrête net. Il dit qu'au final, elle n'a qu'à aller toute seule à la cafétéria. Pourquoi est-il comme ça? Pourquoi refuse-t-il de lui dire ce qu'il se passe? C'est comme s'il devenait une autre personne. Une toute autre personne, c'est vrai. Mais la première personne à avoir changé, c'était Sujin. Sujin est choquée. Elle regarde alors Kanji s'en aller, sans rien dire. Il y a 10 ans, tout a changé à cause de quelque chose qu'il a dit, et maintenant encore, elle change à cause d'elle. Kanji est sur le chemin mais ne retourne pas en classe. Il sort en dehors de l'école. Il se dit que le cours doit avoir commencé maintenant. Il n'avait encore jamais séché les cours, c'est la première fois. Quand il est dans la cour, il voit plein d'autres élèves. La plupart d'entre eux sont en train de fumer. Il voit notamment des filles qui disent qu'elles n'ont pas la patience d'attendre la fin des cours. Elles ont envie de quitter l'école plus tôt. On voit notamment Byung-chol qui propose aux autres d'aller manger. Certains d'entre eux acceptent, mais d'autres refusent. Kanji les observe derrière un mur caché. Il se demande ce qu'il fait ici. Ils viennent à l'école pour sécher les cours. Kanji a encore son âme de gentil. Au final, Byung-chol va manger avec une autre fille, et Kanji se demande s'ils vont vraiment sécher les cours comme ça. Il se demande où ils vont. Il se dit qu'il devrait les suivre pour en apprendre plus. On les voit alors arriver en ville et se diriger vers les restaurants. Byung-chol dit qu'il a trouvé un endroit où ils servent de la nourriture excellente. Kanji, qui les suit toujours, est étonné. Ils ont séché les cours uniquement pour aller manger. Et il voit même la fille attraper Byung-chol par le bras et rigoler avec lui. Elle lui dit que si la nourriture n'est pas aussi bonne qu'il l'a dit, ça sera sa faute. Mais Byung-chol lui dit de ne pas s'inquiéter pour ça. Kanji voit ça, il est encore une fois sous le choc. Est-ce qu'il sort avec elle aussi? Il serre le poing et est encore plus énervé contre Byung-chol. C'est donc ce genre de type que Sujin aime. Au bout d'un moment, Byung-chol dit qu'ils sont presque arrivés. Et quand ils arrivent dans un espèce de bâtiment, il lui dit que c'est là. Mais la fille lui dit qu'ils ne vendent pas de nourriture ici. Byung-chol lui dit que c'est normal, parce que c'est chez lui ici. Mais la fille se met à reculer. Pourquoi est-ce qu'il l'a amenée chez lui? Elle pensait qu'ils allaient simplement manger. Mais Byung-chol lui dit de ne pas s'inquiéter, il a de la nourriture délicieuse chez lui. Mais la fille lui répond qu'elle ne veut pas manger chez lui. Elle lui propose plutôt de faire demi-tour et de retourner au restaurant. Mais Byung-chol l'attrape alors par la main. Il lui dit que ça sera trop long de revenir.
Il devrait plutôt aller chez lui. Mais la fille le repousse et lui dit qu'elle refuse. Kyung-chol se met à l'insulter. Elle lui dit d'arrêter de le faire passer pour un mec bizarre à refuser sa proposition. Quand elle l'insulte, la fille s'énerve. Elle s'approche de lui et lui met une gifle. Kyung-chol lui dit qu'elle vient de le frapper, donc maintenant il peut la frapper aussi. On voit alors Kang-ji toujours caché derrière le mur. Il se demande ce qu'il doit faire. Doit-il appeler la police? Il doit intervenir. Mais il y a quelque chose qui attire son attention. Il se rend au sol pour ramasser des pierres. Il en prend quelques-unes et se dit que c'est suffisant. Cette pierre marquera le début de sa nouvelle vie. Il vise alors Kang-ji et essaie de lui jeter la pierre sur la tête. Il la lance, mais finalement, la pierre atteint la tête de la fille. Kang-ji est sous le choc. Kyung-chol commence alors à crier et demande qui est celui qui a jeté cette pierre. La fille recherche aussi celui qui a lancé cette pierre, mais Kang-ji s'est caché instantanément. Il va retenter sa chance et cette fois-ci, il doit absolument atteindre la bonne cible. Il relance la pierre et c'est la bonne, elle tombe directement sur le visage de Kyung-chol. Kang-ji se met alors à courir pendant que Kyung-chol est blessé. Il attrape la fille par la main et lui dit de s'enfuir. Elle lui dit de faire attention car elle est blessée, et c'est à cause de lui qu'elle saigne. Finalement, elle le suit et lui dit qu'il a raison. Kyung-chol, qui a toujours la main devant son visage, se demande qui est celui qui a jeté cette pierre. De son côté, Kang-ji est content d'avoir réussi, mais maintenant, il fait quoi? Un peu plus tard, on voit la fille assise sur un banc qui attend. Kang-ji l'a laissée seule un instant, mais il est très vite de retour. Elle lui demande où il était passé, mais quand il revient, il lui donne des pansements. Elle lui demande s'il essaie de se faire pardonner pour la pierre. Mais Kang-ji lui explique alors qu'il ne la visait vraiment pas et qu'il est désolé. La fille commence à sourire et lui dit qu'elle plaisante. Elle lui dit que, de toute façon, Kyung-chol l'aurait frappé si Kang-ji n'était pas intervenu. Elle se présente alors et dit qu'elle s'appelle Yeji. Elle lui demande comment il s'appelle, mais Kang-ji est étonné. Il lui dit qu'il est Kang-ji et qu'ils sont dans la même classe. La fille n'arrive pas à y croire, il est ce type ennuyeux. Elle n'avait pas encore remarqué qu'il avait autant changé. Kang-ji répond qu'il n'était pas vraiment ennuyeux, il voulait juste être gentil avec tout le monde. Elle dit alors qu'il n'y a pas de problème à être gentil, mais Kang-ji répond qu'il ne l'est pas. Il dit qu'il est un voyou. Mais Yeji ne comprend pas de quoi il parle. Kang-ji explique qu'il est vraiment quelqu'un de méchant, mais Yeji lui dit que quelqu'un de vraiment méchant n'aiderait pas les autres. Il est juste gentil, il n'a rien à voir avec quelqu'un comme Kyung-chol. Kang-ji en profite pour lui demander si elle aime Kyung-chol. Se pourrait-il qu'elle aussi aime les délinquants? Elle répond alors qu'elle est plus attirée par le charme des garçons qui pensent et agissent en faisant attention aux règles que par les garçons qui sont juste purement méchants. Et elle ne pensait pas que Kyung-chol était une si mauvaise personne. Kang-ji répond qu'il pense la même chose. Il ne savait pas que c'était un enfoiré à ce point, mais il demande malgré tout si elle pense qu'il pourra devenir comme Kyung-chol. Yeji ne comprend pas ce qu'il raconte. Au même moment, son téléphone continue de sonner. Depuis avant, c'est Kyung-chol qui appelle Yeji. Elle se dit alors qu'elle va décrocher, et Kang-ji la supplie de ne pas dire que c'était lui. Quand elle décroche, Kyung-chol crie au téléphone. Il lui demande où elle est, et surtout qui est celui avec qui elle s'est enfuie. Il sait qu'il est de leur école car il a reconnu leur uniforme, donc elle n'a pas intérêt à mentir. Mais Yeji lui dit d'arrêter de crier sinon elle va appeler la police. Elle lui répond qu'elle ne connaît pas le garçon. Kyung-chol, qui a toujours son téléphone dans les mains, est vraiment énervé. Il se demande qui est cet enfoiré qui a osé lui jeter une pierre dessus. Il n'y a personne, ça c'est fou dans le lycée pour faire ça. Il jure qu'il va retrouver ce gars. Il a trouvé l'endroit où il a jeté les pierres, mais quand il revient sur ses pas, il voit quelque chose d'étrange. De l'autre côté, Yeji et Kang-ji se demandent ce qu'ils vont faire maintenant. Kang-ji se dit que s'il le laisse seul, Kyung-chol pourrait s'en prendre à d'autres personnes.
Il ne peut pas le laisser faire ça. Yeji lui dit alors qu'il est vraiment gentil. C'est la première fois qu'ils se parlent et il s'inquiète pour elle. Mais Kanji répond qu'il lui a déjà dit qu'il n'était pas gentil. Il a aidé uniquement parce qu'elle était en danger. Quoi qu'il en soit, s'il le signale à la police, Kanji risque d'être sanctionné car il a jeté une pierre sur lui. Et comme Yeji l'a frappé en premier, Byung-chol pourra dire que c'est de la légitime défense. En plus, Yeji n'a pas une bonne réputation au lycée. Elle ne veut pas qu'en plus de ça, les gens parlent dans son dos. Donc elle demande à Kanji de ne pas parler de ce qui s'est passé aujourd'hui. Elle s'en va alors seule. Un peu plus tard, à la cafétéria, deux camarades de Kanji lui demandent c'est quoi ce style. Comme ça, il a l'air d'un vrai bandit. Et en plus, comme il a séché les cours, le professeur veut le voir. Il lui conseille de changer de vêtements. Kanji, qui est en train de manger, n'y prête pas trop attention. Ses amis lui demandent de leur expliquer ce qui lui arrive. Ils lui disent qu'avec ce look, il ressemble à cet enfoiré de Byung-chol. Quand il leur dit ça, Kanji est content. Il leur demande s'il a l'air aussi méchant que lui. Il fait de son mieux pour lui ressembler. Ses camarades sont choqués. Ils se mettent à crier. Pourquoi faire une chose pareille? Kanji répond qu'il y a une raison pour laquelle il a besoin de devenir un voyou et il leur expliquera la prochaine fois. Il doit certainement avoir une bonne raison. En tout cas, ils lui disent que s'il veut vraiment devenir un voyou, il devrait plutôt copier des voyous plus forts et intelligents. Mais Kanji répond que non. L'image de Sujin avec Byung-chol est toujours en tête. Il veut vraiment devenir exactement comme lui. Au même moment, Yeji vient à sa table et lui demande pourquoi quelqu'un qui aide les autres comme lui voudrait devenir un voyou. Elle demande aussi si elle peut venir manger avec eux et les deux camarades sont un peu gênés. Mais ils répondent de ne pas s'inquiéter pour eux. Même Kanji se demande pourquoi elle fait ça. Il se lève alors de table. Il dit qu'il a fini de manger. De toute façon, il les verra plus tard. Mais quand il se lève, Yeji lui dit d'attendre. Elle veut venir avec lui. Elle se lève et prend aussi son plateau. Ses deux camarades sont un peu étonnés. Ils se disent que ça va devenir intéressant. Mais en même temps, ils sont dégoûtés. Ils se disent que ce monde est injuste. Quand ils sont en train de sortir de la cafétéria, d'autres filles voient Yeji avec Kanji. Sujin les voit aussi mais ne dit rien. Un peu plus tard, on voit Kanji aux toilettes. Il se dit que s'il va voir son professeur comme ça, la punition sera plus sévère. Il commence par enlever son collier. Ensuite, il enlève les bandelettes qu'il y a sur sa veste. Il cache tout ça et se demande comment il va expliquer ça au professeur. Il se dit qu'il va devoir commencer par s'excuser. C'est la première fois qu'il sèche les cours, est-ce qu'il va être puni sévèrement? Et quand il est en train de boutonner sa chemise, il se dit qu'il devrait aussi enlever ses bagues. Mais quand il regarde sa main, il remarque qu'il en manque une. Il cherche dans ses poches mais il ne la trouve pas. Kanji commence à devenir fou. Il se souvient alors de la veille avec les gangsters. En fait, la bague était un peu grosse et ne rentrait pas totalement dans son doigt. Mais le gangster lui explique que cette bague lui a été offerte par le boss lorsqu'il était devenu adulte. Penser qu'il pourrait lui transmettre la bague qu'il a reçue de son père était un véritable honneur pour lui. C'est pour ça qu'il a insisté pour qu'il la mette. Kanji lui dit qu'elle est trop précieuse pour qu'il la lui donne. Mais le gangster lui dit qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter, parce qu'il devra lui rendre le jour de sa mort. Il l'emportera dans la tombe. Kanji est en train de s'arracher les cheveux. Qu'est-ce qu'il a fait? Il se demande quand est-ce qu'il l'a perdue. Il n'a même pas réalisé qu'elle était trop large. Il est revenu à son bureau pour voir si elle était peut-être dans son casier ou si elle était tombée au sol. Pendant qu'il cherche dans la classe, quelqu'un arrive derrière lui et lui met directement un gros coup de pied. Évidemment, c'était Byung-chol, qui l'insulte et lui dit de ne pas se mettre sur son chemin. On voit même que Byung-chol a un pansement sur le visage. Il lui dit de faire attention car il est très énervé. En plus, son dos ressemble au gars de tout à l'heure,
ce qui lui donne encore plus envie de le taper. Pendant ce temps, Kanji est au sol, essayant de se protéger des coups de pied. Même Sujin voit la scène mais n'ose rien dire. Kanji est au sol et ne bouge même plus. Gyeongchol lui dit que s'il ne se relève pas, c'est qu'il ne l'a pas suffisamment cogné. Et alors qu'il s'apprête à le frapper à nouveau, Yeji entre dans la salle. Elle appelle Gyeongchol et lui dit que c'est elle qui l'a giflé. Alors, pourquoi est-ce qu'il s'en prend à lui? Gyeongchol s'approche d'elle et l'insulte à nouveau. Il lui demande alors qui est l'enfoiré avec qui elle s'est enfuie. Mais elle répète qu'elle ne le connaît pas. Gyeongchol l'attrape par le col et lui dit de dire la vérité. Mais Yeji insiste. Gyeongchol répond qu'il a vu son uniforme et sait qu'il est de l'école. Vu qu'elle ne veut rien répondre, Gyeongchol dit qu'il faut la frapper pour qu'elle comprenne vraiment la situation. Yeji ne veut pas révéler la vérité sur Kanji, mais elle ne veut pas se faire taper non plus et elle sait que Gyeongchol ne va pas hésiter. Même si c'est une fille, un voyou de son genre ne va pas se retenir. Il lui dit même qu'elle ferait mieux de serrer les dents. Yeji réfléchit alors à quelque chose. La seule personne que Gyeongchol craint le plus, la seule personne capable de l'arrêter, c'est Songjun. Il y a alors un silence dans toute la salle et tout le monde est choqué. Quand Gyeongchol entend le nom de Songjun sortir de la bouche de Yeji, il commence à trembler. Yeji le répète. Elle dit que le gars qu'elle cherche, c'est Songjun. Au même moment, on voit un gars au fond de la salle allongé sur sa table.